Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre réflexion par rapport à ce challenge qui a été lancé depuis la semaine passée a été riche. Quoiqu'elle n'a pas été fructueuse puisque personne n'a réussi à me retrouver le flag. Donc, ce n'est pas bien grave. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de comment procéder pour pouvoir retrouver ce flag. Alors, je m'appelle Armel Sonia et je serai responsable de vous montrer un peu tout cela. Déjà, pour commencer, je veux vous dire que ce challenge ressemble à un peu à tous les challenges de capture de flag, CTF, communément dit, pour tous ceux qui euh, connaissent un peu, tous ceux qui ont un peu l'habitude d'aller sur TryHackMe, RootMe, Hack the Boss, ce genre de choses. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller, bon, qui n'ont jamais entendu parler de CTF, nous pouvons déjà commencer par savoir c'est quoi un CTF. C'est quoi un CTF? Déjà, euh, un CTF. Donc voilà, donc un CTF, c'est une activité qu'on appelle capture du drapeau, capture de flag en anglais, qui est un jeu qui consiste à exploiter des vulnérabilités euh, d'un système en fait pour retrouver un flag, une suite de chaînes de caractères euh, constituant en fait le résultat recherché. En fait. Donc le CTF, un CTF est généralement composé de plusieurs épreuves classées suivant des niveaux de difficulté. Donc voilà, ne soyez pas étonnés que le challenge ait été un peu compliqué, mais ce n'est pas très difficile. Donc, plus de précision, les CTF, comme on l'a dit, c'est pour retrouver un drapeau qui est constitué d'une chaîne de caractères. Et souvent, ce genre d'éléments se retrouve sur quelque part dans le système, dans un fichier quelconque, quelque part dans un dossier où on n'a vraiment pas été, ce genre de truc. Donc, notre but ici, c'est de retrouver déjà la vulnérabilité mise en évidence par euh, la plateforme présentée pour ce challenge et d'utiliser cette vulnérabilité pour obtenir en fait ce flag. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par vous parler un peu de comment s'effectue les comment commencer avec un challenge de ce genre et aussi comment exploiter les différents indices qui sont fournis pour pouvoir euh, obtenir les informations ou obtenir le flag recherché. Donc, déjà, euh, explorons un peu notre plateforme. Voilà, bienvenue sur Online Pizza Ordering System. C'est un peu étrange que le nom de la plateforme soit en anglais, malgré que tout le texte soit en français. On verra après. On verra après. Déjà, nous avons la page d'accueil. Ici, on voit un menu avec tout plein d'images. Nous voyons ici les catégories de pizza. J'imagine. Ah non, les catégories ouais, de pizza. Voilà. Donc là, juste là, j'ai envie de bien suspect. Bon, continuons. Hum, Bon, ici, ça a l'air d'être un formulaire, mais c'est impossible d'y écrire. Bon, ici, plateforme, site. Ok. Euh, connexion. On n'a pas vraiment d'identifiant, on ne peut pas vraiment se connecter. Inscription, ouais, j'imagine que c'est possible. Admin. Donc voilà, nous venons d'explorer un peu les différentes pages de la plateforme. Et j'en profite pour rappeler que nous avons sur la page Facebook
à partir de laquelle nous avons lancé le challenge, nous avons précisé qu'il y avait un indice situé sur, en fait, situé sur l'image qui a été publiée et cette image prend en compte toute cette partie-là, c'est-à-dire la page d'accueil. Donc, déjà, nous allons encore à nouveau mieux explorer en fait cette page, euh, cette image. Donc, déjà, ici, bon, il n'y a, pour ainsi dire, rien de bien concret. Rien de bien concret, à part peut-être cette situation quelque peu étrange que le nom soit en anglais malgré que le test est en français. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec ce nom. Allons voir. Allons voir. Donc j'espère que vous avez une idée quelque peu ramassée de ce que c'est qu'un CTF. Donc voilà, nous allons nous mettre à rechercher le FLAC. Donc première étape, ici nous allons voir un peu. Peut-être qu'il y a des informations sur le nom de cette plateforme que personne ne connaît. Ok. Là, je peux voir qu'il y a vraiment beaucoup de résultats pour ce simple nom. Voyons voir. Voyons voir. Wow. Online, basé. Ok. Bon, on va voir ici. Ok. Ok. Bon, ici, c'est juste pour faire la publicité d'une plateforme de commande de pizza. Ouais, ouais, juste ça. C'est pas très intéressant. On va voir. Ok, ici, c'est aussi une plateforme de publicité. Je sais pas trop. Par contre, ici, c'est très intéressant. Ici, online pizza ordering system using PHP and MySQLDB. Et tiens, on voit une image. Ok, nous voyons, notre menu ici. Donc, en fait, la plateforme en question était un template qui a été réalisé avec PHP, la base de données MySQL. Ok. D'accord. Ah, je crois que je viens de voir un truc tout de suite. Ok, c'est encore plus facile que je le pensais. Donc voilà, ici il y a bizarrement le mot de passe et les identifiants de l'admin par défaut. On voit peut-être que ce soit utile, peut-être que c'est toujours par défaut ici. Donc allons voir ici. C'est quoi déjà? Admin 1, 2, 3. Ok. Allons voir. Bon, d'accord. Il n'y a rien à voir. D'accord. Donc, rien à voir. Pas très utile. D'accord. Bon, ce n'est pas grave. On n'arrive à rien voir ici. Pourquoi n'essayons pas de voir si peut-être avec un essai de listage, en fait, on essaie de voir les dossiers, les fichiers qu'il y a en fait, sur cette plateforme, les dossiers qui constituent le site en question, pour voir peut-être qu'il y aurait un fichier qui attirerait nos regards, un truc comme ça.
Et pour cela, nous allons utiliser un outil, voilà, un outil, on va dire search. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, DeepSearch, c'est un outil qu'on utilise pour parcourir, en fait, voilà, pour visualiser, en fait, les fichiers d'une plateforme web. Et bon, il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça. Il existe plein d'autres outils du genre Ferrous Buster, GoBuster, DeepBuster. Bon, il y en a toujours, toujours, toujours. Donc, ce, cet outil va me permettre de parcourir un peu. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Euh, Parcourir un peu les différents dossiers de notre plateforme. Donc, nous allons essayer de l'utiliser. Euh, je vais faire ça. Dire search, dire search. Est-ce que je l'ai? Bon, non, je n'ai pas dire search, mais nous allons utiliser l'outil Ferrous Buster puisque moi je n'ai pas utilisé, je n'ai pas installé dire search en ligne de commande. Donc, Ferrous Buster, ok. Ok, ça va faire un peu la recherche. Ok, j'ai déjà trouvé un dossier qu'il est possible de lister. Nous allons voir, en attendant qu'il termine, nous allons voir un peu ce qu'il y a dans ce dossier-là. Euh, Sans dire que ça prend son temps, hein. Ici, c'est toujours en cours. Bon, déjà, je peux ouvrir une nouvelle fenêtre, voir. C'est bien. A7 slash A7 slash image. Hein. Ok, on va voir ce que c'est. Attends que ça. Wow. Qu'est-ce qui se passe? On va voir. Vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Ok, c'est affiché. Donc là, je pense que nous voyons tous que les fichiers contenus ici sont plutôt des images. Des images. Ok, cette image-ci, c'est bien l'image de notre page d'accueil. Voyons voir. Ok, il y a toutes ces images. Donc, je suis que à ce niveau-ci, plusieurs personnes se demandaient, ah bah, tiens, ils avaient donné un indice, bon, du moins une moitié d'indice disant que l'indice se trouvait sur la page. Et si c'était cette image? Bon, nous allons vérifier tous ensemble. Donc, pour ça, je vais enregistrer l'image et, bon, je sais pas, ceci, je vais d'abord sur, excusez-moi un instant, mettre à l'écran. Voilà. Donc, je vais, pardon, enregistrer l'image. Voilà. Et ensuite, effectuer un file dessus pour vérifier si c'est bien l'image en question. Si c'est bien une image, en fait. Ok. Si c'était autre chose qu'une image, si c'était par exemple un fichier, bon, en fait, ça ne pourrait pas vraiment être autre chose qu'une image, en fait. Si c'était vraiment un fichier, ça ne serait pas affiché comme ça. Bon, selon moi. Voilà. Donc là, c'est bien une image. Bon, voyons voir si peut-être qu'il y a des écrits derrière, mais ce n'est pas vraiment sûr que le faire soit ici. Donc déjà, on voit que il n'y a que des suites de chaînes de caractères des chaînes de caractères
sans que là, rien de clair, rien de clair. En tout cas, rien qui ressemble à quelque chose qui devrait être un flake. En fait, le flake, on devrait pouvoir savoir que c'est un flake. Donc, l'indice n'est clairement pas ici. L'indice, mais je ne suis pas sûre que ce soit cette image. Pas grave, on va continuer, voir s'il y a d'autres possibilités. Vous pouvez toujours essayer après. Donc voilà, nous avons quand même obtenu un dossier qu'il est possible de lister, même s'il n'y a absolument rien de bien intéressant là-dedans. Donc, nous allons retourner à notre recherche ici, voir peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas trouvé. Mais vu que c'est quand même la plateforme, le nom de la plateforme nous renvoie à un template aussi populaire. Peut-être qu'il existe des gens qui ont parlé d'un défaut sur cette plateforme-là. On va en voir. Cherchons avec le mot-clé défaut. Défaut, ok. Hum, bon, je sais pas trop. Ok, il y a ça. Bon, il n'y a pas tellement de résultats. Défaut, bon, d'accord. On va voir les problèmes. Ah, on va voir. Bon, on va voir ici d'abord. Oh, il est dit que la version numéro 1 du template euh, contient une vulnérabilité à l'injection SQL via le paramètre ID situé à la page admin/viewOrder.php. Je sais pas trop vous, mais j'ai bien envie d'explorer. Donc, voyons voir comment il est possible d'utiliser, d'exploiter cette vulnérabilité-là. Not found. Ok. Donc, déjà, on sait que cette plateforme a une vulnérabilité liée à l'injection SQL. Donc, voyons voir. Injection SQL. En fait, ça ne sera pas très utile parce que nous avons déjà quand même retrouvé en fait les identifiants de l'admin, mais ça nous a amené nulle part puisque la page était super vide. Je ne vois pas trop comment on pourrait utiliser ça pour retrouver le flag. J'ai envie de continuer à explorer en fait. C'est bien intéressant tout ça, mais l'injection SQL, en fait, en exploitant cette vulnérabilité, on pourra retrouver toutes les données de la base de données. Mais je ne pense pas quand même que le fait puisse se retrouver dans la base de données puisque c'est un challenge typique des CTF. Les CTF euh, on a tendance à retrouver les flags sur le système. Donc, je ne pense pas que ce soit super utile. Mais bon, espérons pas. Espérons pas. Donc, injection SQL. Alors, bien. Ok. Bon,
bon, ce sont des vulnérabilités qui ont été publiées mais qui n'ont pas encore été vérifiées. Je ne vais pas trop me lancer à la chasse ici. On va plutôt voir ce qui a déjà été utilisé, ce qui a impunité. Ok, donc ici, on voit un exemple d'exploitation de la vulnérabilité en question. Et là, en fait, au début, on récupère une requête, on récupère la requête suivante, par exemple, en cliquant sur beverage, voilà, quelque part, avec l'outil DubSuite, c'est souvent cet outil qui est utilisé pour récupérer les requêtes. Donc, avec cet outil, on récupère la requête lancée par cette action-là que nous venons de poser tout de suite. Et ensuite, la requête récupérée est enregistrée dans un fichier. Le fichier, on va voir. Voilà, le fichier sql.txt ici. Et étant donné que la vulnérabilité a un rapport avec le paramètre ID dans le paramètre ID, donc avec l'outil SQL Map, il est possible de faire des... L'outil SQL Map, on va voir ce que ça fait. Ok. Donc l'outil SQL Map, ok, c'est un outil de test de pénétration open source qui automatise le processus de détection et d'exploitation des failles de gestion SQL et de prise de contrôle des serveurs. Donc, avec SQL Map et la requête précédemment récupérée, on lance une commande, dans laquelle on précise la requête qui est contenue dans le fichier, le paramètre visé qui est ID. Le batch, c'est pour dire, en fait, on va voir ici. Batch. On va voir, je vous montre. C'est quoi tout ça déjà? SQL map -h. Ok, pourquoi ça? Ok, voilà. Donc, batch. Donc, voilà, le -p, c'est pour préciser le paramètre qui est considéré vulnérable. Le -dbms ici, c'est pour préciser le type de base, type de base de données, si c'est une base de données MySQL ou bien si c'est une base de données MariaDB ou PostgreSQL ou n'importe quoi. Ça suppose qu'on a une idée un peu précise de quel type de base de données utiliser. Ici, le level, c'est pour préciser le niveau, c'est-à-dire si on veut que le test soit vraiment poussé, le niveau varie de 1 à 5 ans. Le 5, c'est pour dire le niveau le plus poussé. Et le risque, c'est le risque. Enfin, tout test a un risque. Donc, c'est pour préciser le type de risque aussi. Donc, voilà la requête la commande qui a été lancée, pardon. Et on récupère ici comme résultat le paramètre ID est effectivement vulnérable, mais vulnérable aux injections de type booléenne aveugle. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert ici, mais bon. Bon, ok. Nous allons essayer de faire. On va essayer de faire ça pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Pour cela, je vais démarrer l'application DubSuite pour récupérer l'image. Pardon,
par l'image. Et pour récupérer la requête en question, voilà, l'outil Bubsuite. Ça me permettra de... En fait, l'outil Bubsuite permet de... Quand l'option d'interception est activée, cet outil permet d'intercepter les requêtes entre le client et le serveur et éventuellement de modifier ces requêtes-là avec les valeurs de paramètres que nous voulons. Si par exemple, puisque ici, par exemple, nous avons, d'après les autres requêtes qu'on a, nous avons le paramètre ID que nous voulons, comment dire, modifier. Donc, après l'avoir intercepté ici, euh, il sera facile de mettre autre chose comme valeur à ce niveau-là, en fait. Donc, c'est un peu comme ça que se fait une injection SQL. Là, au lieu du paramètre, au lieu de la valeur 1 ou de la valeur 2 du ID, on pourrait mettre, je sais pas, toute une requête en fonction du type de gestion par rapport à laquelle notre plateforme est vulnérable. Donc, ici, nous allons utiliser le navigateur de Bubsuite afin de pouvoir faciliter notre interception. Euh, c'est le navigateur. Ok. Ensuite, nous allons récupérer l'adresse, pardon, l'URL de la plateforme. Et quand ce sera bon, voilà, voilà. Okay. Nous allons lancer, nous allons activer en fait l'outil d'interception de la requête. Et ici, nous allons maintenant lancer la requête. On reste même le même exemple de requête ce qui a été envoyé. Donc voici la requête obtenue que nous allons mettre dans un fichier. Normalement comme ça. Voilà. Comme ça. C'est bon. Donc, nous allons maintenant utiliser ce fichier pour effectuer enfin, pour tester en fait la commande qui a été lancée pour l'exemple que nous avons vu. Donc, voilà un peu ce que ça donne ici. Bon, ensuite, en fait, voilà, ok. En fait, le DBS, c'était pour demander à ce que le test soit fait sur tous les types de bases de données connus, à savoir MySQL, PostgreSQL, Oracle, ces genres de trucs. Mais le problème, c'est que ça va prendre un max de temps. C'est pas... Bon, voyons voir ce que ça donne, d'accord. En fait, pourquoi je dis... Je ne sais pas, c'est parce que nous avons déjà vu sur la page de présentant le template que c'est un template utilisé, réalisé avec PHP, MySQL. À moins que l'utilisateur ait modifié tout un tas de codes, préférence d'utiliser MySQL aussi pour mettre en place sa plateforme. Donc, on va voir ce que ça donne d'avance. Mais je suis sûre que ce sera super, super long. Enfin, vous voyez ici, on a PostgreSQL, on a Oracle, on a Microsoft SQL Server, on a Informix, on a tout un tas de supplimations. Je ne sais pas quand ça va finir. Non, non, non. Allons avec MySQL simple. Voilà. Ça va nous réduire un peu la tâche. Ça va nous réduire vraiment la tâche.
toujours encore. Hum, hum, hum. Je me demande si ça va donner quelque chose, vu que c'est pas évident, puisque l'heuristique dit déjà que ce n'est pas injectable. Mais bon, ça pourrait changer éventuellement. En fait, je ne sais pas trop. Quand j'y pense, quand j'y pense, euh, c'est peut-être ce que je suis en train de faire va me permettre de, éventuellement, si ça marche, de récupérer les données de la base de données. Hein. Le truc, c'est que nous avons déjà découvert les identifiants de l'admin. Et cela nous a mené nulle part. Donc, je me demande si ça vaut vraiment la peine de d'aller voir ce qu'il y a dans la BD. Parce que, bon, je sais pas, ce sera vraiment surprenant que le flag se retrouve quelque part dans la base de données. En tout cas, attendons voir ce que ça va dire. Je suis pas très sûre. Je suis pas trop sûre. Hein? Ok. Donc, c'est pas injectable. Ah, dommage. Hein. Vraiment dommage. Pas grave. Nous allons continuer à explorer d'autres options. Au revoir. Ok, nous avons réussi à retrouver une vulnérabilité et cherchons d'autres vulnérabilités. Peut-être qu'on aura un jackpot. Oh, génial. On a une deuxième vulnérabilité. Ah, trop cool, trop cool, trop cool. On a une deuxième vulnérabilité. On a une vulnérabilité qui permet à un utilisateur non authentifié d'uploader, c'est-à-dire d'importer sur la plateforme un fichier, un script pouvant permettre d'obtenir un shell à distance. Ah, tiens, tiens. Ok, le code est même disponible. Hein. Bon, voyons voir. Ah, bon, merci. Ok, donc ici nous avons un script, en fait, un script qui qui euh, qui permet en fait d'effectuer le chargement de fichiers euh, fichier shell en fait sur la plateforme et ensuite d'effectuer le chargement, ensuite de récupérer son lien, le lien vers ce fichier là. Bon, ok, nous allons essayer d'utiliser ce script. Mais avant ça, il faudrait que nous ayons un script qui pourra nous permettre d'obtenir le chien à distance. Donc, c'est pas vous, mais je vais voir. Là, je pense à plusieurs possibilités. Mais tout d'abord, nous cherchons script pour obtenir, pardon, pour obtenir un shell à distance. Exécution d'un script shell. D'accord. Cherchons plutôt exemple. Non, on ne va pas trouver.
C'est un compte. Non, non. Ah, ok. Il y a beaucoup d'informations. Bon, d'accord. Pour obtenir, on va toujours essayer de démarrer. On va voir si c'est possible. Bon, une invite de commande alors. Bon, ok. Nous avons deux possibilités de script à envoyer. En fait, nous avons la possibilité d'envoyer un script qui nous permettra d'obtenir un reverse shell et aussi la possibilité d'envoyer un script qui nous permettra d'obtenir directement un shell dans le navigateur. Donc, ce dernier, c'est ce qu'on appelle un web shell. Donc, déjà, c'est quoi un reverse shell? C'est quoi un reverse shell? D'accord. On veut un peu d'informations. D'accord, voilà, on va voir ici. C'est quoi un reverse shell? Non, ça c'est quoi? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bon, j'espère que vous arrivez à me suivre. Hein. Nous avons découvert une nouvelle vulnérabilité qui nous permettra, en tant qu'utilisateur non connecté, d'envoyer un fichier sur la plateforme et en lançant l'exécution de ce fichier, nous pourrions même obtenir un terminal, une invite de commande, un shell en fait, qui nous permettra d'exécuter les commandes directement sur la machine hébergeant la plateforme. Donc, pour cela, il faut que nous puissions retrouver un script, un script pour effectuer cette action-là. Essayons de voir. C'est pour ça que nous avons pensé au reverse shell et au web shell. Maintenant, nous allons essayer de voir lequel, ou bien lesquels, ou bien si les deux pourraient nous aider. Donc déjà, un shell est un programme informatique qui permet à un utilisateur d'interagir avec un système d'exploitation à travers une interface en ligne de commande. Donc, lors d'une attaque, les shells sont utilisés pour pouvoir utiliser, sont utilisés pour obtenir voilà, un accès non autorisé à un système, exécuter des commandes, voler des données autres, sans commentaire. Ok. Donc, les reverse shells, ils sont utilisés pour obtenir un accès à distance à un système cible en établissant une connexion réseau inverse, c'est-à-dire la victime se connecte à la machine de l'attaquant, permettant ainsi de passer à travers les pare-feux. J'explique. L'attaquant ici crée son script qu'il envoie sur la plateforme distance. La plateforme, ici dans notre cas, notre plateforme Online Visual Ordering System. De là-bas, nous allons essayer de charger, d'exécuter ce fichier-là depuis évidemment le navigateur puisqu'on n'a pas d'autre moyen d'y accéder à part le navigateur. Et en exécutant ce fichier, il permettra en fait à la machine hébergeant notre plateforme de se connecter à notre machine à nous, qui représente la machine de l'attaquant, sans avoir des problèmes en fait. Donc, cela suppose que chez nous, ici, nous aurions déjà lancé une écoute pour pouvoir capturer cette tentative de connexion-là de la part de la victime. Donc, c'est ce qui est un peu montré ici. Toutefois, j'aimerais préciser que ce genre de situation n'est profitable que lorsque l'on est sur le même réseau que la machine en question. C'est pourquoi, la plupart du temps,
avec les différentes plateformes de CTF en ligne, on utilise souvent des VPN pour créer en fait un tunnel entre notre machine et la machine victime que nous attaquons sur la plateforme. Ce qui nous permet d'être sur en fait le même réseau et éventuellement d'utiliser le concept de reverse shell. Cependant, ici, nous sommes connectés à Internet en général. Et actuellement, si j'essaie de voir un peu c'est quoi mon adresse IP ici, alors mon adresse IP sur le réseau, c'est 192.168.108. Déjà, vous pouvez déjà constater, déjà, cette adresse IP, c'est une adresse euh, privée, c'est-à-dire qu'on utilise dans les petits réseaux LAN. Donc, ce n'est pas vraiment l'adresse que ma machine utilise actuellement pour se connecter à Internet. Donc, si j'essaie de retrouver l'adresse que ma machine utilise, what is my IP? Voilà, c'est l'adresse de ma machine, c'est l'adresse publique qu'elle utilise sur Internet. Alors que ici, si j'essaie de faire un ping vers notre chère plateforme, voilà. Bon, voilà. Voilà. Il n'est pas possible de faire un truc. Donc, le VHL, je doute fort qu'il puisse nous être utile ici. Donc, pourquoi pas explorons l'autre possibilité, la possibilité du web shell. Web shell. Donc, c'est quoi un web shell? Un web shell, c'est un interpréteur de commandes web qui ouvre une ou plusieurs portes dérobées dans votre système. Et c'est assez difficile à détecter. Donc, par contre, il n'y a pas tellement d'informations ici. On va voir. Euh, le web shell. Donc, il s'agit d'un script malveillant introduit sur les systèmes attaqués. Dans la plupart des cas, les serveurs web font pas de bon, évidemment. Une fois que ces systèmes ont le shell, le cybercriminel peut les contrôler à distance. On a les cybercriminels, s'il vous plaît. On est encore avec le sens moral, le sens éthique. Donc, nous ne sommes pas des criminels, nous ne faisons que imiter ces cybercriminels-là pour pouvoir éventuellement trouver les moyens de les empêcher de, de réaliser ces mêmes actions après. Voilà. Donc, en fait, voilà en gros ce qu'est un web shell. Donc ici, voilà, on va voir un exemple de web shell. D'accord. Cherchons voir. Exemple, exemple de web de script web shell PHP puisque ici notre plateforme est en PHP. On va essayer de voir. Bon, d'accord. Ok, ici on a des exemples, on a plusieurs exemples de script. Bon, je sais pas moi. Hein. Bon, on va essayer un truc plus. Tiens, on veut voir, tiens, on veut voir. Bon, PHP Web Shell.
il est où ce website? Ok. Bon, d'accord. Voilà, on va voir si GitHub nous propose d'autres exemples de website. Again, suppose kids going to okay, fetch host path. Ah, on va voir ici. Je sais pas vous, mais ce website est quand même un peu bizarre. Pas très joli. Ça, c'est pour détecter. Ah. Ça a l'air de tout ça. Juste un website? Non. C'est le fichier, ça? Le fichier. Bon, on va voir ce que ça dit. On va voir si c'est possible d'utiliser ici avec notre script. Donc déjà, je copie et j'essaie de créer un touch .php. Ok, et je vais essayer de l'ouvrir. Sudo j'utilise Merge. D'accord, mot de passe. Ok, donc ici je colle tout le contenu du fichier, j'enregistre. Et maintenant, nous allons essayer de récupérer le code où est-ce qu'il était déjà? Le code du script qui va nous permettre d'envoyer ce fichier-là sur la plateforme. Donc, nous allons créer un autre fichier, c'est un fichier Python, c'est un script Python, donc nous allons créer, comment dire, script Python. Maintenant, c'est un taille. Donc, je vais coller ça là. Ici, voici le contenu de notre
notre script PHP qui va nous servir de web shell qui est collé ici. Et voici le contenu du script Python qui va nous permettre d'envoyer notre script PHP sur la plateforme. Donc, comment nous allons utiliser le script? C'est très très simple. Voici les paramètres, voici les arguments à passer. Donc ici c'est pour ajouter l'URL de la plateforme et ici c'est pour ajouter le lien du fichier du webshell. Donc voilà, je vais lancer ça. C'était quoi le nom du truc déjà? Ok, déjà. Donc voilà, voici la commande. Et maintenant nous allons lancer ça. Ok, fichier uploadé. Donc, nous allons ouvrir ça dans le navigateur. Bon, ça, je vais ouvrir ça. Ouvrir ça dans le navigateur. Et voilà, nous avons notre web shell. Ok, donc là, ça nous renvoie. Waouh, c'est une jolie interface par contre. Vraiment joli. Donc, ça nous renvoie en fait le contenu du répertoire. Dans lequel il se trouve directement. Donc, on va voir si c'est possible. Ok, ici, on exécute les commandes dont je fais un CD, voilà, un CD comme ça. Ok, je fais un ls. En fait, ça n'a pas vraiment bougé. Voilà une des caractéristiques des web shells. En fait, le web, le web shell va vous permettre d'exécuter les commandes dans dans le dossier où il se situe. Donc, même si vous faites un CD comme ça, ça veut dire qu'on est censé aller en dehors du dossier qui contient tous ces fichiers que vous voyez là. Mais voilà qu'après avoir fait un ls, on se rend compte qu'on est toujours dans le même dossier. Donc, essayons plutôt de voir si c'est pas possible de combiner les deux commandes pour voir ce que ça dit. Ok, voilà. Donc, effectivement, après avoir combiné, on voit on a la possibilité de travailler. Donc, déjà, essayons de voir c'est quoi le nom du dossier dans lequel on se situe exactement. D'accord, donc voilà un peu le dossier dans lequel on se situe. Ok, essayons de faire peut-être un c'était ls-al pour voir en fait s'il n'y a pas peut-être fichier caché quelque part. Bon, l'interface du web shell est bien jolie, mais l'affichage reste encore à voir. Donc, déjà, on a un total de 28 fichiers dans le dossier parent de celui-ci, qui contient un dossier, un autre dossier là, un autre dossier là. Ok, il contient le dossier default, si je ne me trompe pas, et le dossier ing. Mais rien d'autre de caché. Bon, nous allons essayer de voir s'il y a un utilisateur sur la machine. Donc, pourquoi pas, nous allons essayer d'afficher le contenu du home. Contenu du home. Pardon. ls-a et tiens. Nous avons un utilisateur, apparemment un dossier Zenly, qui est un utilisateur, qui a le dossier, le répertoire personnel de l'utilisateur Zenly. Donc, on va voir ce qu'il a dans son charmant répertoire. Zenly. Bien ça.
Et là, je sais pas si c'est moi ou je vois pas bien. On a évidemment ça. On a, c'est un peu comme ceci, c'est un peu comme si je faisais ls tiret AL de, je sais pas quoi, qu'est-ce que j'avais pour afficher? Bon, d'accord, ls AL de ce dossier. Donc voilà, le correspondant de ce dossier, le voici. Le correspondant de celui-ci, le voici. On a un fichier, le fichier bash logout. On a un autre fichier bash rc. On a le... Ok, nous avons un fichier flag. Cool, et il était caché. Donc, on va voir ce qu'il contient. On va voir ce qu'il contient. Il contient quoi là? Il contient quoi? Il contient quoi? Il contient quoi? Oh, il contient une jolie chaîne de caractères. Trop cool. Mais bon, cette chaîne est quand même, pour rien qu'à voir, on voit bien que c'est une chaîne de caractères encryptée. Et ok, nous allons utiliser une plateforme pour voir si c'est possible de décrypter cette chaîne de caractères-là. Nous allons utiliser la plateforme CyberChef. CyberChef. Ouais, CyberChef. Donc, ça réunit assez d'outils pour effectuer du cryptage, du décryptage. Un associé. Ok. Wow. Ok, donc ici, vous pouvez voir, on a beaucoup d'outils. Ok, déjà, on remarque que le résultat d'un cryptage de chaîne de caractères en base 64 donne un truc qui ressemble assez à notre chaîne de caractères. Ouais, avec un égal à la fin là. Donc, nous allons peut-être voir si c'est possible de décoder, de ramener de base 64. On va voir. Donc, ici, nous allons mettre et nous allons utiliser Formebase 64. Donc, voilà le flag que nous cherchons depuis le début. Et il dit Zero to Hero, le bootcamp qui fera de vous un héros en sécurité web et mobile. Inscrivez-vous fixe. Donc, déjà, je tiens à vous remercier pour votre attention et votre intérêt pour ce challenge que nous venons de parcourir ensemble. J'espère que vous avez été captivé, que vous avez été vraiment intéressé par le défi proposé et la méthode de résolution que nous avons utilisée. Et si vous êtes intéressé, je vous invite vraiment à vous inscrire le plus tôt possible pour le bootcamp Zero to Hero qui sera lancé à partir du 31 juillet prochain. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire parce qu'il vous permettra d'améliorer vos compétences encore plus que nous venons de le faire actuellement. Alors, n'hésitez plus et passez une bonne soirée. Merci.